Dans la vallée vient d'arriver une troupe d'hommes décharnés, portant boulet aux pieds et deux à deux liés. Drôle de gens. Aujourd'hui, il ne reste rien de ce camp-là. Aucune trace de vie. Tout a disparu. Sauf l'œuvre elle-même, monstrueuse. Si vous y allez aujourd'hui, penchez-vous donc. Posez votre oreille sur cette pierre. Et la mémoire, la pierre. Écoutez. Un maître, un homme. Un maître, un homme. Un maître, un homme. Le canal de Nantes à Brest, comment, moi qui suis né au Sahara, comment j'ai été pris de passion par ce canal. Un jour, j'ai quitté l'Algérie, le Sahara, et à Rennes, en tant qu'étudiant, j'ai eu cette chance inouïe d'être voisin en cité universitaire de deux étudiants en médecine qui habitaient Loudéac et Rostrenain. Arrivent les vacances de Noël, et les deux étudiants en médecine qui étaient mes voisins me disent « Tu ne vas pas rester tout seul dans la cité » parce que je n'avais aucune relation, je ne connaissais personne à Rennes. Ils me disent « Tu viens passer des vacances de Noël chez nous, une semaine à Loudéac et une semaine à Rostrenain. » Et donc, arrivé un samedi, je m'installe dans la famille, repas. Et le lendemain, le dimanche, il me dit « Tiens, je vais commencer à te faire visiter un petit peu, vraiment la Bretagne, les montagnes noires, la Bretagne intérieure où l'on vit. » Et sans transition aucune, il m'amène directement à Glomel. Arrivé devant cette tranchée de Glomel, je voyais des déversoirs, de l'eau qui coulait par-dessus les déversoirs. Je voyais un agencement de pierres de granit avec des portes. Et je voyais de la verdure, plein d'arbres partout. J'ai vu un système hydraulique, de l'eau qui coulait de partout. Cette gestion de l'eau était quelque chose que j'ai vécu, moi, non pas comme une pénurie, mais comme une culture du manque d'eau. Puis d'un coup, moi, je me retrouve devant un truc et je me suis interrogé. Et donc, ça a été un choc culturel par rapport à la valeur de l'eau. L'eau qui, dans le désert, est synonyme de vie. L'eau, je pense que ce choc-là a été le premier. Et à partir de là, je me suis plongé corps et âme dans la recherche de cette histoire de la canalisation de la Bretagne. Et là, je me suis intéressé à cette histoire. J'ai lu les archives et j'ai vu que les canaux, d'une manière générale, le canal de Nantes à Brest, s'inscrivaient dans une histoire vraiment économique, sociologique, pour désenclaver la Bretagne et pour vraiment éviter cet éloignement, ce Penarbed. Et les plus vieux documents que j'ai consultés remontent à 1539. Sous François Ier, des lettres patentes autorisaient les Rennais à rendre navigable la Vilaine depuis Rennes jusqu'à Messac. Et là, les premiers ingénieurs, c'était des charpentiers. Ils ont dit comment transformer les moulins, les biefs, les déversoirs et les chaussées des moulins, comment les rendre encore plus efficaces à la navigation. Les premières écluses, ça n'était que des portes marinières qu'on a élargies et qu'on a ouvertes dans les pertuis des moulins. Et dès 1542, un premier bateau est arrivé depuis Redon jusqu'à Rennes, chargé de vin, il a été accueilli, etc. Et à partir de là, les États de Bretagne ont lancé encore une politique de dire il faut absolument qu'on fasse la navigation avec nos rivières, étant donné qu'il n'y avait que des chemins impraticables les 2 tiers de l'année, et c'est de là que sont nés tous les projets de tous les canaux qui existent aujourd'hui, et c'est de là qu'est né aussi le canal de Nantes à Brest. Alors, les États de Bretagne ont fait toutes les études hydrologiques, de savoir où passer, où est-ce qu'on pouvait faire des écluses, etc., le système des biefs. On doit à Léonard de Vinci
le système des écluses à sas en pierre solide, avec des portes amont et des portes aval. Et ça a été vraiment un des outils qui a permis de perfectionner la navigation. Et puis arrive la période révolutionnaire, on a arrêté tous les travaux. Et avec Napoléon, au retour 1799-1800, Napoléon est revenu au pouvoir, l'Empire s'est installé et il a fait que reprendre les études antérieures des États de Bretagne. Et Napoléon a remis en route la construction des canaux, tous les projets qui existaient avec les plans, etc. Et il l'a fait dans un but stratégique parce qu'il avait une politique expansionniste, les guerres un peu partout, en Russie, en Espagne, etc. Et Napoléon a lancé la construction des canaux pour relier les arsenaux entre eux, y compris Saint-Malo, Lorient, Nantes, avec la Loire, parce que la Loire était quand même un apport, toute la marchandise arrivait à Nantes, mais il fallait par l'intérieur, parce que par l'extérieur, on se souvient de la bataille des Cardinaux en 1759, où la marine anglaise était supérieure à la flotte française, quoi. Et à partir de 1811, tous les travaux ont commencé. Le problème, c'est que Napoléon continuant ses guerres, avec le déclin de l'Empire, à partir de 1815-1816, toutes les défaites qu'il a eues, on a arrêté tout, il y avait trop de dégâts, trop de victimes. Et donc, première étape, premier arrêt des travaux, 1815-1817. Les guerres napoléoniennes étant terminées, la monarchie étant revenue au pouvoir, on a repris les travaux dans la Loire inférieure, entre Redon, en gros entre Redon et Nord-sur-Erdre. On a repris les travaux dans le Finistère et on y a ajouté les travaux sur Ilverne, c'est-à-dire dans la partie morbihannaise, et dans la partie costarmoricaine sur Glomel. Et en survolant encore tout le travail, et voilà, de 1802 à 1842, le canal a été terminé. Et donc, à partir de là, il a commencé à fonctionner. Quand le canal s'ouvre en 1842 de Nantes à Brest, la batellerie n'existe pas. Le prétexte qui avait été d'utiliser la liaison entre les trois arsenaux, Indret sur la Loire, Lorient et Brest, ces arsenaux sont devenus à nouveau libres au niveau de la navigation puisqu'on n'est plus en guerre avec les Anglais. Donc en fait, la Bretagne, qui n'est absolument pas industrialisée à cette époque-là, ou très peu, ne justifie pas ce canal de 360 km de long. Ce qui va se passer, c'est que c'est l'arrivée des Montjanais, des gens de la Loire. À partir de là où une vraie batellerie se met en place et où on va sortir de petits foyers endogènes qui existaient auparavant. Mais à partir du moment où on dispose d'écluses sur l'ensemble de ces 360 km de long, de nouvelles perspectives s'ouvrent. Dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, les choses vont se précipiter un petit peu. Il y a un élan industriel, évidemment général, mais il y a quelqu'un surtout qui va arriver de Belgique, qui a une expérience et qui va s'installer à Montjean-sur-Loire, où on dispose de pierres calcaires et on dispose aussi de charbon de terre. Et ce baron Hochen, qui arrive de Belgique, va lui se lancer dans une entreprise industrielle et va se mettre à produire de la chaux en très grande quantité. Mais voilà que 1860 arrive le chemin de fer, le PO Paris-Orléans, et ce chemin de fer va se présenter comme un concurrent féroce de la navigation en Loire. Donc, les gens, ils sont très nombreux tout au long de la Loire à posséder un bateau et à vivre de cette navigation. Ces gens-là se trouvent au chômage technique en l'espace de 3 ans. Donc les plus jeunes, les plus concernés par l'avenir, si vous voulez, il y en a quelques-uns parce que c'est dans l'air du temps aussi la chaux qu'on commence à utiliser pour l'agriculture. On s'intéresse de plus en plus à l'histoire du sol, au rendement des sols. Et donc il y a des jeunes qui vont se lancer
dans l'achat de chaux à Montjean-sur-Loire et qui vont partir la vendre en Bretagne parce qu'ils savent, ils ont entendu dire, ils ont lu dans le journal pour les plus jeunes et les plus instruits d'entre eux, ou ils ont écouté des gens cultivés dire mais en Bretagne, terre acide, etc. Et ça, il n'y a pas de rendement, il leur faut de la chaux à ces gens-là. Mais on peut imaginer qu'il y a 2 ou 3 jeunes plus entreprenants et plus nécessiteux que les autres qui achètent un peu de chaux à Montjean, à Chalonnes, à Ancenis, et qui partent à l'aventure en espérant la vendre en Bretagne. Et du coup, on va voir arriver des bateaux aux dimensions des écluses, c'est-à-dire des bateaux de 26 mètres, qui peuvent charger 80, 100 tonnes de marchandises. Donc ces gens-là, ce sont des pionniers qui vont révéler le canal de Nantes à Brest, qui vont lui donner une vraie existence, une justification en même temps. Ce sont des commerçants ambulants, ils partent à pied pour les premiers, annoncés dans les villages, il y a un marchand de chaux qui est là au canal, etc. Et petit à petit, ils vont se faire une clientèle. Et donc ce sont ces gens-là qui n'ont pas intérêt à naviguer à vide, ils vont chercher des frettes de retour sur Nantes. Et là, il y a des choses qui s'imposent tout de suite en Bretagne, c'est entre autres le bois et les céréales. Ces gens qui arrivent de la Loire, ils n'ont pas les moyens de s'offrir un cheval. L'entretien d'un cheval, la location d'un cheval, c'est pas possible, donc ils vont venir simplement en Bretagne en tirant leur bateau à la bricole. Alors la bricole, c'est tout simplement une bande de tissu qu'on se passe sur la poitrine. Si vous voulez, c'est un collier qui est relié au petit mât de halage du bateau, et donc l'homme, il est sur le chemin de halage, et donc il tire le bateau aussi loin que nécessaire, quoi. Le halage animal en Bretagne va faire son apparition dans les années 1860. Jusque-là, donc, on naviguait qu'à la bricole. Et la bricole va être conservée pendant longtemps parce que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un cheval ou d'en louer un. Mon grand-père, il faisait Nantes-Pontivy. Pontivy, il allait jusqu'à Brest. Hein. Avec le cheval, hein, c'était pas évident. 360 et quelques kilomètres à faire sur le chemin de halage. Donc il achetait une paire de sabots au départ de Nantes et quand il revenait, il était obligé de racheter une autre paire de sabots pour revenir à Nantes parce qu'il les usait. À Quiex, quand ils arrivaient à Quiex, en fin de compte, c'était le bout du canal, mais Léandre n'était pas équipé de chemin de halage. Quand il y avait du vent, il mettait la voile, mais quand il n'y avait pas de vent, il poussait à la perche de Quiex aller jusqu'à Nantes. Après, bon, il s'est produit qu'il y a eu un remorqueur qui est arrivé, qui prenait les bateaux tel jour, fallait qu'il soit à Quiex à attendre, et il les prenait en remorque jusqu'à Nantes. Des fois, c'était 7-8 péniches à traîner, quoi. Puis, donc ça, c'était une légère amélioration, hein, parce que pousser 22 km avec une perche pour emmener le bateau, il fallait être courageux. Hein. Donc le sort des chevaux, en fin de compte, il avait pas une vie très facile, hein, parce que tirer un bateau de 130 ou 150 tonnes, ça faisait du poids. Et mon grand-père, lui, il avait trouvé la technique, il en avait 2. Donc il en faisait un le matin, et l'après-midi, il prenait l'autre. Donc il se reposait, quoi. Et donc aux écluses, en plus, ils avaient, comme par exemple à Quiex, ils étaient obligés de laisser leur cheval en pension. Donc là, il y avait des écuries exprès, et l'éclusier le nourrissait. Ah, c'était toute une organisation. Hein. Mais sur le bateau aussi, ils avaient des poules. Tout ça quand il y avait les chevaux, hein, parce que après, quand ça était motorisé, il n'y avait plus le temps de rien. Les mariniers pêchaient, parce que le bateau allait tout doucement, donc ils mettaient des engins derrière. Ils se nourrissaient aussi de fruits sur le canal, là, parce que à toutes les écluses, il y avait des pommes, des pommiers, donc voilà, ils ramassaient les pommes qui tombaient. Il y avait aussi de quoi faire la salade aussi, les pissenlits tout au long du canal. Ils trouvaient les châtaignes, ils avaient une vie, disons, plus
cool que nous, quoi. Après nous, c'était, on voyait les pommes, mais on n'avait pas le temps de les ramasser, quoi. Moi j'aimais bien ce coin-là. Et j'étais jeune aussi, j'avais 10-12 ans quoi. Hein. À ce moment-là, c'était des péniches. Enfin, j'en ai connu après aussi avec des moteurs, mais j'en ai vu beaucoup passer avec des chevaux. Comme je vous ai dit, c'est pas les 35 heures, ça passait aussi bien le dimanche, le samedi, tous les jours. Hein. Aussi bien même férié, n'importe quoi. Ils se débrouillaient. D'abord, il y avait le temps qui jouait. Et il y avait une période aussi, l'été, d'abord parce qu'il n'y avait pas assez d'eau, hein. Ils ne pouvaient pas trop faire de passage. Alors on appelait ça la période de chômage. Qui transportait, c'était toujours, moi j'ai toujours vu du sable dedans. Hein. Alors vous en aviez, oh là, j'ai connu un nommé Toubou, qui était bien connu à Pontivy. Il faisait souvent le voyage Nantes-Pontivy, puis jusqu'à Saint-Aignan, quoi, parce que déjà là, il n'y a plus moyen de passer. Hein. Le barrage a été fini à peu près en 1925. Quand vous êtes père de famille, vous avez 50 ans, le garçon de 20 ans, lui, il n'a pas l'intention du tout de naviguer toute la vie avec un cheval et une voile. Mais le père, lui, à 50 ans passés, lui, il se voit très bien prendre sa retraite avec son cheval. Donc là, c'est la guerre des anciens et des modernes. Les anciens, ils se retrouvent au port à Guinrouette, ils se retrouvent à Saint-Nicolas-de-Redon, etc. Ils discutent entre eux. Mais ils vont pas nous faire chier avec leurs hélices, quand même. C'est pas possible, ça. Puis de toute façon, ça marchera pas sur le canal avec les herbes qu'il y a. Nous, on glisse dessus, Bon. Mais eux, ils vont prendre leur hélice là-dedans. Et puis même s'ils mettent des gros moteurs et que ça marche, ils passeront pas. Ils vont essayer de trouver jusqu'au dernier moment des arguments en disant « tu vas avoir l'air malin, avec ton bijou, là. C'est toi qui le mènes, le bijou, sur le halage, quand tu mettras un moteur, c'est toi qui iras le vendre, ton bijou, ou tu l'emmèneras à l'abattoir, Tu l'emmèneras à l'abattoir ?» Alors évidemment, là, ça se corse un petit peu, mais ils savent tous, le père, le fils, les voisins, les grands-parents, qui sont quelquefois à bord aussi, que c'est inéluctable, qu'il va bien falloir en passer par là. Et là, c'est une fracture dans le monde des mariniers et dans la vie, dans le quotidien des mariniers. C'est quelque chose de très très fort parce qu'en fait, le métier est complètement bouleversé par rapport à ça. La solidarité dans la profession, elle est vraie, si vous voulez, comme dans tous les métiers. À l'époque, c'est pas quelque chose en plus, la solidarité. C'est une nécessité. Redon, son croisement à angle droit du canal de Nantes-à-Brest et de la Vilaine, c'est un endroit où on doit forcément donner un coup de main au collègue qui est là, parce que là, il y a un virage à angle droit à prendre. Et à un moment donné, quand vous voulez remonter sur Rennes, vous vous trouvez avec le courant de la Vilaine, et donc en particulier l'hiver, en plein travers de votre bateau. Vous pouvez difficilement imaginer passer seul. Vous avez besoin du coup de main de collègues. Donc, vous avez le choix de mettre sur votre bateau un cheval qui va donner les mariniers appellent ça, dans leur jargon, un coup de bille, pour aider à franchir un passage un peu délicat. Donc, vous pouvez mettre un cheval sur votre automoteur, ou vous pouvez attendre un collègue qui a un moteur un peu plus puissant que le vôtre, etc. Et là, on n'hésite pas. On va forcément donner un coup de main. Alors, oui, on peut appeler ça solidarité, c'est vrai, parce que c'est nécessaire. Et puis que la vie est dure, quoi. L'école, en fin de compte, était située au bassin à flot, à Redon, là. Quand les péniches passaient, les gamins étaient par les fenêtres,
Ils regardaient leurs parents passer, un petit coucou, et puis hop, la péniche partait, quoi. Les courses, hein. Prends l'exemple de ma mère. Donc, quand on arrivait à une écluse qui était avant Blain, par exemple, ou Redon, hein, donc elle prenait son vélo, elle partait devant sur le chemin de Lage faire les courses, de façon que quand on arrivait à Redon, elle avait fait ses courses et elle embarquait dans la péniche et on n'avait pas d'arrêt. Alors la lessive, le problème de laver le linge, c'était de le faire quand la péniche était chargée à rebord, hein. Donc c'était l'idéal. Ma mère mettait sa boîte à laver sur le bord du pont et lavait son linge comme ça, quoi. Alors pour sécher, donc là il fallait aussi le faire quand la péniche était chargée, parce que si on le faisait la péniche à vide, on passait plus sous les ponts. À chaque pont, il fallait enlever le fil à linge, c'était pas facile. Tandis que chargé, on passait partout, donc il n'y avait pas de problème. Le rapport entre les mariniers et les éclusiers, ça a toujours été des très bons rapports, hein. C'était une famille comme nous, en fin de compte, hein. On passait des fois 2 à 3 fois par semaine. Bon, eux, des fois, ils avaient besoin d'un seau de sable, on leur donnait un seau de sable. Ils nous donnaient une salade. Puis les soirées aussi, quand on arrivait à une écluse, on se connaissait tellement bien que souvent, on allait manger quand c'était la saison des châtaignes, on allait... Voilà, il y avait une relation humaine. Quand il y avait les crues, on n'avait plus assez de tirants d'air pour passer sous les ponts. Donc on était stoppé, hein. D'abord sur l'Oust, le courant était trop violent, on n'arrivait plus à monter, donc on n'a plus assez de moteur. Il y a les périodes des glaces, donc là c'est pareil, hein, 7 cm d'épaisseur de glace dans le canal et la péniche ne peut plus la casser. En 1963, année d'une grande année glaciaire, là, on avait été arrêté un mois à Garouette. Elle faisait jusqu'à 32 cm d'épaisseur. C'est la plus grosse année que j'ai connue. Il y a aussi la sécheresse, parce que 1976, 6 mois d'arrêt. Ça finit par tuer la batellerie, parce qu'il peut vivre 6 mois sans travailler. Je m'appelle Marcel, donc j'ai rencontré René en 63, il était sur le berceau du marin à l'époque, et moi je travaillais à l'hôpital de Redon. Suite à notre rencontre, on s'est mariés en 66, et j'ai embarqué en 66 sur la péniche. J'ai continué à travailler à l'hôpital un petit peu, mais c'était ingérable. Alors quand je suis en congé de maternité, j'ai embarqué sur le berceau du marin. Et après, j'ai fait le matelot, comme tout le monde, parce qu'on ne s'en sortait pas avec un matelot. Et on faisait à l'époque Redon-Nantes, et on n'avait pas tous nos week-ends, hein. On ne voyait pas nos enfants souvent, hein. Quand on arrivait des fois ici, elle dormait, on amenait ce qu'on avait à lui amener, puis on repartait, elle ne nous voyait pas des fois. C'est ça qui était le plus pénible, hein. On n'était pas déclarés, pas de statut, du bénévolat on va dire, et la retraite qui va avec forcément. C'est pas normal mais c'est comme ça. Un autre danger aussi qu'on pouvait avoir, c'est quand on allait chercher du sable de Loire, on n'avait pas des bateaux adaptés avec la puissance de moteur suffisante, parce que le courant est très violent. On rencontrait des fois des gros bateaux qui remontaient la Loire, et quand ils nous croisaient, faisaient d'énormes vagues, et à tout moment, on avait la peur au ventre de partir vers le fond, quoi.
Nous, on s'est essuyé une tempête. Notre aînée était avec nous dans la timonerie avec un gilet de sauvetage et des bottes. Sauf qu'on la petite, elle était restée dans la cabine, mais la péniche faisait sous-marin. On était incapable d'aller la chercher. Ce jour-là, je me dis, on ne reverra jamais Nantes. On était passé à côté. C'était dangereux la Loire. Hein. Moi j'ai connu des mariniers qui en ont bavé pendant des années, à courir après le chargement pour nourrir femmes et enfants. Ils travaillaient 16 heures par jour, au fret faut pas louper son tour, surtout quand on est artisan, le temps c'est aussi de l'argent. Quand on est marinier, on l'est pas pour de faux. On vit sur un bateau et le bateau, on l'a dans la peau. Quand on a cette vie-là, on ne la lâche pas comme ça. Ça nous tient, ça nous prend quand on a ça dans le sang. Ah bah, le déclin du canal, il est arrivé tout naturellement avec la concurrence des camions qui étaient de plus en plus rapides et de plus en plus gros. Quand après la guerre, avec des camions qui ont bénéficié de tous les apports, des camions un peu plus forts, des moteurs un peu plus puissants, des camions mieux équipés, etc., ça a été une évidence que aller chercher de l'épicerie à Nantes, c'était quand même plus facile avec un camion. On faisait ça dans la journée plutôt qu'avec un bateau, alors que l'aller-retour demandait 8 jours dans le meilleur des cas. Dans cette période d'après-guerre, on va transporter pendant les premières années, jusqu'à 52, 53, quelques marchandises encore un petit peu autres que le sable, mais très vite le sable va s'imposer et on ne va plus travailler qu'avec du sable. À partir du moment où on ne travaille qu'avec du sable et que c'est peu rentable, il va y avoir de moins en moins de bateaux à accepter d'aller jusqu'à Josselin, voire Pontivy, livrer 100 tonnes de sable, parce qu'en fait on sait très bien qu'on livrera pas 100 tonnes, qu'on livrera que 80, parce qu'il y a de moins en moins de navigation, donc il y a de plus en plus d'envasement, c'est de plus en plus compliqué d'aller jusque-là. Oh bah, sur la fin, l'État, à qui appartenait le canal à l'époque, voulait concéder le canal au département. Et donc, en voulant le concéder, il voulait qu'il y avait plus de péniches de commerce sur le canal. Parce qu'il fallait entretenir le chenal, et donc ça aurait été trop coûteux pour les deux pauvres péniches qui restaient, mon père et moi. Donc ils ont, en fin de compte, fait tout le nécessaire pour qu'on ne puisse plus naviguer. Ils nous baissaient les niveaux d'eau pour qu'on charge le moins possible. Donc au lieu de passer à 140 tonnes, on descendait des fois 90 tonnes, hein, même 80 tonnes des fois. Et donc ça leur a permis en fin de compte de nous dire, vous voyez, hein, c'est plus rentable. Donc on a essayé de tenir, hein, on a encore tenu 2 ans, hein, on a dit tant pis, on leur a tenu tête. Hein. Mais le problème c'est que il est arrivé un moment que les finances, quand vous emmenez 40 ou 50 tonnes de moins, ça devient plus rentable, quoi. Donc ils nous ont fait, quelque part, ils nous ont un petit peu poussé à la sortie, quoi. J'avais vu la dernière péniche passer avec 2 éclusiers et 2 chevaux, et ça a été la dernière que j'ai vue. Oui, la dernière.
pendant très longtemps, enfin bon, moi ça fait 20 ans que je suis ici, je veux dire qu'au début, le canal, c'est comme si c'était quelque chose qui n'existait pas. On avait l'impression que c'était même pour les gens du pays ici, tout le monde a oublié un petit peu et ça pouvait à la limite disparaître. Et puis depuis 15 ans, 10 ans surtout, on sent que ça fait partie du patrimoine et qu'il y a beaucoup de choses qui petit à petit sont redécouvertes. Depuis une dizaine d'années, les gens de la côte bretonne, qui avant ignoraient la Bretagne intérieure, sont devenus curieux de la Bretagne intérieure. Dans le secteur ici, il y a beaucoup de gens qui ont d'abord choisi de vivre ici et où leur activité professionnelle est secondaire à leur choix de vie. Les gens ont conscience d'avoir une qualité de vie là où ils vivent et ils sont soucieux de préserver cette qualité de vie et de contribuer à faire vivre le pays. Enfin, c'est des gens qui font la démarche de quitter son métier, et puis faire exister quelque chose qui contribue à l'accueil, qui contribue à faire vivre le canal, quoi. Mais moi, mon rôle ici, c'est de renseigner, de recevoir, de rendre service aux gens qui passent. Voilà. Je fournis de l'eau, puis bon, celui qui a envie de venir boire un café, ou s'il y a quelqu'un qui n'aime pas le café, je donne des jus de fruits, des petits gâteaux, il y a toujours des gâteaux, il y a ce qu'il faut à la maison pour l'instant. Ouais. Ça leur rend peut-être service, mais moi, c'est mon plaisir. C'est pas par orgueil que je fais ça, ni rien, c'est pour rendre service aux gens. Ah oui, au début, il n'y avait pas grand monde. Hein. Non, il y avait quelques piétons, mais pas grand-chose autrement. Hein. Mais là, maintenant, hein, de plus en plus. Ah oui, oui. Et ça ira de plus en plus, parce que j'entends les gens dire, qui me disent, c'est agréable sur le canal, on ne rencontre pas de voiture, hein, on peut s'asseoir, on peut s'arrêter quand on veut, personne ne nous dit rien. Comme ils disent, c'est agréable, quoi. Hein. Je ne vois faire halte ici, je dirais à 99%, des gens satisfaits de leur balade. Parce que beaucoup me disent, on est allé loin, on a pris l'avion pour chercher l'exotisme, pour découvrir, et on ne savait pas qu'il y avait l'exotisme à la porte de chez nous. Moi, je crois qu'on est fait de ce qu'on a vécu dans notre enfance. Enfin, on est fait, et les familles que je vois passer avec des enfants, je trouve que pour les enfants, mais aussi pour les parents, mais pour les enfants, d'avoir eu l'occasion de vivre ça en famille, c'est très très précieux, quoi. Parce que vraiment, c'est aux antipodes de notre vie moderne, quoi. Hein, où on est ramené aux choses essentielles, de marcher ou de faire du vélo, c'est très concret, c'est très physique, de la nourriture, de comment on va faire pour faire les courses, pour manger, et on mange avec un plaisir extraordinaire, parce que bon, on s'est dépensé aussi physiquement. On oublie la télévision, on oublie les musiques enregistrées, on oublie tout ça parce qu'on est au contact de la nature et que tout d'un coup, c'est les chants des oiseaux, c'est l'envie de presque savoir causer pour discuter avec les oiseaux. Enfin, c'est des choses... Et puis, c'est des parfums, et puis c'est croiser des gens croiser des pêcheurs, croiser des gens qui habitent dans des maisons d'écluses où on a l'impression qu'ils sont complètement oubliés du monde. De découvrir qu'on peut vivre là aussi, c'est drôlement précieux. On vit un temps particulier avec soi-même et avec ceux avec qui on marche en fait aussi. Hein, et d'où le vécu familial à ce moment-là qui est vraiment à mon avis extraordinaire. Dans les années 60, un homme qui s'appelle Monsieur Hainaut, qui a mis en place ce qu'on appelle le comité des canaux bretons et de Pays de Loire. Et il a dit, c'est pas possible. Si les canaux ne transportent plus de marchandises, ils existent, l'outil est là, le patrimoine est là, on peut faire de la navigation de plaisance. Et à partir de là, il y a eu une prise de conscience collective, la vocation nouvelle du canal est née grâce à ce comité des canaux bretons, grâce à M. Hainaut et toute la première équipe.
j'ai vu un jour une annonce, un rallye Âne de Bretagne est organisé au mois de juillet sur les canaux bretons, dont j'ignorais absolument tout. Moi j'étais né presque sur les rives du canal de Bourgogne, à Dijon, mais la Bretagne, je ne sais pas du tout qu'il y ait des canaux. Pour nous, la Bretagne, c'était la mer, comme je crois encore aujourd'hui pour 90% des gens. Et on s'est trouvé participant de ce rallye qui avait un point de départ officiel à Redon. Le programme a duré moins d'une semaine, départ donc de Redon, jusqu'à Josselin, avec le plus grand nombre d'arrêts possible pour manifester le fait que le canal était vivant et qu'il y avait des bateaux. On a découvert cette association du comité des canaux bretons. C'était vraiment les pionniers qui avaient défriché, en somme, un canal qui touristiquement était encore à naître. Et effectivement, les dernières péniches de commerce venaient de s'arrêter à l'époque. Ça a été pour nous une découverte considérable parce qu'on n'avait jamais navigué sur un canal. Depuis, nous sommes revenus plusieurs fois sur les canaux bretons, mais il y a eu une expédition encore plus importante. On a voulu faire le tour complet, c'est-à-dire entrer par l'Orient, remonter le Blavet, traverser Pontivy, faire toute la chaîne de l'Échelle, l'écluse de Branguilly, etc., retomber sur Rohan, redescendre tout le canal, sortir de Redon en Vilaine, puis jusqu'au barrage d'Arzal, et on a rendu le bateau au bout de 3 semaines. Donc ça a été extraordinaire parce que dans la partie haute du bief de partage, avec toutes ces chaînes d'écluses, ils ne voyaient jamais personne, absolument personne. J'ai tous les documents de cette époque et ça me fait des souvenirs des origines de la passion pour la navigation de canal et la navigation de rivière. C'est grâce aux plaisanciers que le canal va être sauvé. Parce que eux, ils n'ont pas besoin d'un tirant d'eau de 1,10 m ou de 1,20 m. Donc ils vont naviguer, ils vont se faire prendre en compte, si vous voulez, à une période où le canal n'a pas encore besoin d'entretien. Et donc ce sont ces plaisanciers-là à qui revient le mérite de dire mais là, il y a encore quelque chose qui ressemble à un canal, il faut s'en occuper. Je m'appelle Dominique, je suis éclusier au Guélin depuis 2007. Quand j'étais gamin, j'allais souvent, c'était le jeudi, puisqu'à l'époque on n'avait pas d'école de jeudi, et le samedi, dimanche, j'allais remplacer à l'écluse de Malétroit l'ancien éclusier qu'on appelait le Père Tanguy. Et puis je me suis dit pourquoi pas essayer dans ce métier, je connaissais un petit peu, je connaissais l'eau surtout. Et puis voilà, je me suis mis, j'ai passé le concours et j'ai eu le concours, tout simplement. Ouais, je dirais tout simplement pour être en contact avec la nature et puis être vraiment dans son contexte, dans son milieu. Voilà, une certaine indépendance et une quiétude du milieu. Ouais, les éclusiers autrefois avaient une vie, je dirais, assez difficile par elles-mêmes parce que ils étaient quand même dans des milieux qui étaient, je dirais, restés un peu archaïques. Hein. Ils avaient simplement la cheminée pour se chauffer, ils avaient la cuisinière à gaz et voilà, c'était voilà. Les écluses, il y a certaines écluses en 1960, elles n'avaient pas encore l'électricité ni l'eau courante. Hein. Et voilà, c'était comme ça. Oui, il y avait une hiérarchie, c'est sûr. Il y avait l'éclusier, je dirais, de base, et il y avait le chef éclusier. Le chef éclusier avait à l'époque un secteur d'une trentaine de kilomètres à surveiller. Et par contre, lui, le chef éclusier, avait un peu plus, je dirais, de privilèges. Il avait son puits, il avait ses toilettes, il avait le tilleul, notamment pour les tisanes d'hiver. Et tout ça, il faut y penser. Il avait le hou pour étendre le linge. Et ça, c'est des choses qui paraissent aujourd'hui vraiment archaïques et il y a encore une centaine d'années, c'était vraiment du réel. Ils avaient le droit d'avoir des maisons plus grandes, d'où le fait, dans les maisons de chefs éclusiers en général, il y avait toujours plus de bébés.
Ouais, avec les plaisanciers, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Il y a toujours un petit mot gentil, il y a toujours une petite parole, un sourire, un petit échange. Il y a toujours un peu, toujours un geste de sympathie. Et avec les randonneurs, exactement la même chose. Des petites indications, un resto, un gîte, qu'est-ce qu'on peut visiter, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous nous conseillez. Il y a toujours quelque chose à dire. La navigation dure en général de fin mars jusqu'au 1er novembre. Autrement, l'hiver, c'est l'entretien, la maintenance, le bois, le barrage. Moi, j'ai un grand barrage, donc il faut s'occuper du barrage, des grillés. Et puis autrement, la végétation, s'occuper de la végétation. Ouais, la déco, c'est autre chose, c'est des petites idées qui passent par la tête. Ça. Cette année, c'est les poissons, oui, il y en a un peu partout dans les arbres, hein, les poissons volants, les poissons séchés. Et puis, les années passées, c'était autre chose. L'année dernière, c'était des parapluies dépouillés, des vêtus, des parasols. Et j'avais intitulé ça « La valse des baleines sur un air douce ». Tout simplement. Ça faisait sourire et puis ça change un peu de l'ordinaire aussi. Ouais, quelque part, oui, je suis privilégié parce que j'ai un beau métier. Je suis, je dirais, relativement indépendant. J'ai du contact avec beaucoup de monde et ça, je pense que c'est une bonne chose dans la vie, tout simplement. Ouais, je fais des envieux. C'est vrai que les gens passent, c'est joli, c'est un métier sympa, c'est un site qui est très apprécié, et puis souvent j'ai la petite réflexion, tiens, on se croirait au paradis. Et là je réponds gentiment, oui, mais je suis pas le bon Dieu. Ça fait sourire tout le monde et tout le monde est content. L'association, donc, c'est le canal Garlédan-Pontivy, qui est né en 2011 suite à une manifestation organisée à Kénécan pour attirer l'attention des élus, notamment sur l'état du canal, dont le but est de faire revenir la navigation sur ce canal de Nantes à Brest entre Pontivy et Garlédan, et de sauvegarder également le patrimoine de cette partie, les maisons éclusières et les écluses, qui étaient en très mauvais état, puisque délaissées pendant de nombreuses années. Depuis les années 50, en fait, le canal n'avait quasiment pas été entretenu. Alors, depuis que l'association a été créée, il y a eu quand même beaucoup de travaux de fait, notamment les maisons d'écluses qui ont été refaites, et certaines maisons ont été réhabilitées, comme notamment la maison de Poulibet, pour laquelle l'association s'est portée porteur de projet en 2012. La région a donc entrepris des travaux en début 2014. Donc la toiture a été refaite, les ouvertures ont été refaites, l'enduit extérieur a été refait, et les bénévoles de l'association ont fait ensuite les travaux intérieurs, la plomberie, l'électricité, toute la boiserie, pose du clin. Donc voilà, la maison a été entièrement rénovée comme ça. C'est une maison effectivement où l'association crée des animations. Et depuis l'hiver dernier, on fait des conférences une fois par mois, un dimanche après-midi, où on a entre 30 et 50 personnes, c'est-à-dire que la maison est déjà arrivée trop petite dans certains cas.
il reste beaucoup à faire encore forcément pour arriver au pied du barrage de Gare-les-Dents. Alors c'est surtout au niveau des écluses, puisqu'il manque des portes. Généralement, la porte aval est ou en mauvais état ou inexistante sur la plupart des écluses. On espère pour 2018 l'écluse du Porzo, et ce qui permettrait d'arriver pour fin 2018 à Tresclé, soit presque à mi-parcours entre Pontivy et Gare-les-Dents. Il y a un peu de vase à également enlever à côté de l'écluse de Saint-Sanson, en dessous de Polyvette. Se bagarrer pour le retour à la navigation, ça c'est l'objectif premier, c'est que les bateaux arrivent au pied du barrage de Gare-les-Dents. À partir du moment où on navigue jusqu'au pied et de l'autre côté jusqu'au haut du barrage, ça se fera naturellement et il y aura le besoin de créer un ascenseur, et ça se fera certainement dans 20 ans, dans 30 ans, mais ça se fera certainement. C'est l'objectif. Le canal doit apporter au tourisme dans les années à venir ce qu'il a apporté au Centre-Bretagne en essor économique quand il a été construit et quand il a été mis en navigation. Donc le jour où les bateaux de tourisme arriveront à Gare-les-Dents, je pense qu'il y aura un essor touristique effectivement à ce moment-là aussi. Il y a vraiment des paysages très très variés au long du canal. Il y a des paysages comme ici, très boisés, très sauvages. Découvrir les lits des rivières. L'Aulne, le Blavet, l'Isaac, l'Oust, enfin il y a vraiment des rivières. Et il y a ce contact à l'eau qui est extraordinaire. Enfin, moi, il y a une étape que j'ai vraiment beaucoup aimée, que j'ai fait, c'est entre Saint-Nicolas-de-Redon et Guinrouette. C'est de l'eau de tous les côtés, c'est des petits chemins. C'est vraiment, c'est superbe. C'est superbe, superbe. Mais en revanche, si on veut considérer toujours ce canal dans son ensemble, et c'est magnifique, il faut être très très vigilant pour que chaque commune ne développe pas tout ça en dépit du bon sens. Ça c'est clair et net. Aucune vision d'ensemble de la région. Mais il ne peut pas y avoir de vision d'ensemble dans la mesure où il y a tellement d'intérêts qui sont différents. Les pêcheurs à la ligne, ils ne peuvent pas avoir une vision d'ensemble puisqu'il y a les pêcheurs de saumon qui veulent un débarrage du canal, on supprime toutes les écluses pour en faire un fleuve sauvage. Non mais on meurt de rire quand on entend ça, l'Aulne, un fleuve sauvage pour la remontée des saumons. Et les pêcheurs d'Ablette et de Gardon qui disent nous, on veut garder les écluses. Donc comment voulez-vous qu'à partir de là, où on tient compte politiquement du vote des pêcheurs de saumon et du vote des pêcheurs de Gardon, comment voulez-vous qu'il y ait une vision d'ensemble? La première des choses, c'est que la région dise clairement, c'est un canal, les écluses, on les gardera. Et les pêcheurs de saumon, vous allez en Écosse, vous allez en Irlande, et vous nous faites pas chier. Voilà. C'est ça une vision d'ensemble. C'est de prendre des positions nettes, claires, cohérentes, et d'investir l'argent public dans le bon sens, comme il faut.
La navigation en Bretagne est quand même bien développée, bien que nous n'ayons pas accès à l'entière disponibilité du canal, parce que les Côtes d'Armor et le Finistère ont été détachés à une époque de la gestion globale. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est que la région est en train de remettre la main sur le canal, et c'est la seule façon d'avoir quelque chose de cohérent. Donc depuis le 1er janvier 2017, la région a repris la propriété du Finistère, et la région est en train aussi de travailler sur la reprise des Côtes d'Armor. Donc l'association, on a lancé, c'est les Amis du Canal 22. Ça vise, il y a 3 piliers si vous voulez. Une maintenance correcte du canal de la part du conseil départemental. Réanimation de la maison éclusière de Pont-Théven. Et 3e, c'était de retrouver le droit de naviguer sur ce tronçon. Nous, dans le Finistère, si on n'a pas une dynamique intéressante, ça n'aura pas de sens de faire un jour le franchissement du barrage de Guerlédan. On a tous senti qu'au niveau de la région, il y avait un signe fort. Ils sont venus, la conseillère régionale chargée du tourisme et des voies navigables était venue à une réunion du SMATA à la fin de l'année 2016. Elle avait clairement indiqué que la volonté de la région était de remettre de la navigation. Donc c'est pas tombé dans l'oreille de sourd, comme on dit. Ça nous a incité, on a créé pas mal d'associations, dont notamment celle de la Patricia, la route de l'Ardos. Voilà, puis on y tient à la navigation. Le déclenchement de la dynamique qui est réellement là depuis 6 mois, c'est l'été dernier, il y a 2 petits bateaux qui remontent le canal, 2 de Chalcollandais. On nous a toujours dit que c'était pas navigant, si c'est navigant, la preuve. Et 2, c'est quand même la régionalisation de la voie d'eau, où là, on a enfin des perspectives intéressantes. Cette route de l'Ardoise a eu quand même beaucoup de succès. On a eu une quinzaine de bateaux qui ont suivi la Patricia. Et vraiment, c'est un événement important qui s'est passé cette année. Si la région reprend responsabilité et propriété d'un autre tronçon, franchement, une vue globale sur tout le canal, ce serait bien un interlocuteur avec un budget beaucoup plus intéressant et avoir franchement des projets qui sont pérennes, quoi. Le tirant d'eau, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Pour l'instant, les bateaux de plaisance font au maximum 1,10 m de tirant d'eau, mais on commence à rencontrer déjà des problèmes à ce niveau-là. Et il faudrait revoir sur toute la longueur du canal, enfin pas partout, parce que c'est plutôt dans les parties canalisées plutôt que dans les rivières. Voilà. Par rapport au patrimoine, on se doit de le garder en état. Une des meilleures solutions de le garder en état, c'est d'avoir un minimum de navigation, quoi. Navigation sur le canal, c'est comme les voitures sur la route. Le jour où il n'y a plus de voitures, la végétation reprend le dessus sur une route. C'est un peu pareil, quoi. C'est évident qu'il y a de l'espoir, sinon on ne serait pas là. Une fois qu'on pourra arriver à Guerlédan par l'ouest et une fois par l'est, il ne restera plus qu'à envisager le franchissement du barrage de Guerlédan. Le franchissement de barrage actuellement avec des bateaux n'existe pas en France.
et ce serait vraiment une première. Vous voulez monter jusqu'à la prochaine équipe? Ah, ça aurait été gentil, mais... Ah oui, ça fait. Combien de vélos vous avez? Ah bah non, on va par là, nous. Ah, ça va. Dans l'autre sens. Ah bah ça va. Ah ouais. Merci, Au retour peut-être, à la prochaine. Et moi, je peux vous dire que, ayant pratiqué le canal du Midi pas mal de temps, puisque j'habitais dans le sud-ouest avant, le canal de Nantes à Brest n'a rien à envier au canal du Midi, bien au contraire. Il a des atouts nettement supérieurs, parce que le canal du Midi est simplement un canal, alors que le canal de Nantes à Brest est un canal qui rejoint 5 rivières, et donc on a une diversité de paysages beaucoup plus importante et plus intéressante. Vous les avez vus passer à Blain, Redon, Malétroit et Josselin. À Gueltas, ils sont venus fêter leur mise en eau. À Pontivy, gruter les bateaux. Car ces gars pas banals qui naviguent sur le canal, ce sont des acharnistes du canal. Bretagne, Paris, rien ne peut les arrêter, tant qu'il y aura de l'eau pour les supporter. Et si le canal était à sec demain, ils seraient capables d'y faire couler du vin. Car ces gars pas banals qui naviguent sur le canal, ce sont des acharnistes, ce sont des acharnistes. Vous allez me croire si vous voulez, mais enfin c'était quand même particulier, hein, la vie. Mais quand je suis revenue à la maison ici, que je voyais le même paysage tous les jours, ben ça m'a manqué. Moi qui ai fait en VTT tout du long jusqu'à Nantes, hein, si on prend le temps de s'arrêter, de discuter avec les gens, il y a des gens magnifiques à rencontrer, quoi. Il y a des très beaux paysans et surtout des belles personnes à rencontrer, quoi. Et ça n'a pas de prix, quoi. Si on fait le canal, on ne peut plus dire que c'est monotone. Et au point que j'ai vu des randonneurs cette année, tellement ils ont aimé, ils l'ont fait dans l'autre sens en sens inverse. Ils font l'aller-retour. Parce que justement, en plus en le faisant en sens inverse, ils découvrent autre chose. Le canal est un tout. Il est chemin de halage, il est maison éclusière, il est paysage, il est environnement, il est utilisation par les randonneurs, les cyclos, etc., etc. Et la navigation de plaisance n'est qu'un des éléments du puzzle touristique. Il faut absolument
qu'aujourd'hui, nos élus politiques aient cette même culture que les États de Bretagne qu'ils avaient quand ils voulaient sauver leur Bretagne et l'ouvrir au monde. Ce canal, c'est la plus belle piste cyclable du Grand Ouest, une des plus belles de France, quoi. Il faut que ça reste un minimum naturel. Et aujourd'hui, je ne sais pas si le minimum naturel est compatible avec le tourisme de masse. J'espère que le canal restera le canal qui restera, je dirais, toujours intime, toujours confidentiel en lui-même, toujours à respecter. Christopher n'a jamais été marinier. Bon, il a passé ses permis, hein, il peut l'amener comme moi. Donc je souhaite que quand je serai plus là, la Marne continue à naviguer sur le canal avec lui. Donc ça fera la 6e génération. Y en a qui disent qu'on n'a plus l'âge, tous les deux au bout du rouleau, qu'il faut m'envoyer à l'hosto et t'amener au déchirage. Et passer la dernière écluse, on partira sur la Grande Bleue, on ira aussi loin qu'on peut. J'aimerais tant voir Syracuse, la nonchalante, la nonchalante. On va pas se quitter comme ça, moi sans ta coque, toi sans mes bras. La nonchalante, la nonchalante, la nonchalante. On peut pas oublier tout ça, ils disent qu'ils veulent où on s'en va. La nonchalante. La nonchalante, la nonchalante. On va pas se quitter comme ça, moi sans ta coque, toi sans mes bras. La nonchalante, la nonchalante, la nonchalante. On peut pas oublier tout ça, ils disent qu'ils veulent où on s'en va. La nonchalante.